La neige tombait sur Paris avec une lenteur cruelle, recouvrant les trottoirs d'un manteau blanc qui étouffait les bruits de la ville. Sous la lueur tremblotante d'un réverbère, un homme marchait, la tête baissée, les épaules voûtées sous le poids d'un fardeau invisible. Tristan n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses mains, autrefois habituées au cuir des volants de voitures de sport et aux poignées de main décisives dans les salles de conseil, étaient enfouies au fond des poches d'un manteau de laine, devenu trop fin pour la morsure de l'hiver. Son souffle se matérialisait en petits nuages de vapeur qui s'évaporaient instantanément dans la nuit glaciale. Il avait tout perdu. Son entreprise chancelait au bord du gouffre. Sa réputation était en lambeaux, et le silence de son vaste appartement vide résonnait comme une condamnation à perpétuité. Il frissonna, fermant les yeux un instant. Le froid extérieur n'était rien comparé au vide glacial qui rongeait sa poitrine depuis 6 ans. Chaque flocon qui touchait son visage semblait lui rappeler l'irréparable, le fantôme d'une erreur qui le hantait nuit et jour. Soudain, le crissement doux et puissant de pneus sur la neige fraîche le tira de sa torpeur. Une berline noire, longue, imposante, aux lignes d'une élégance froide, ralentit pour se porter exactement à sa hauteur. Tristan s'arrêta, les sourcils froncés, aveuglé l'espace d'une seconde par le reflet des phares sur le sol immaculé. Il s'attendait à ce que la voiture accélère, le laissant seul dans son désespoir, mais le moteur hybride ronronna doucement avant de se stabiliser. Un frisson, différent de celui causé par la température, parcourut son échine. Avec un murmure mécanique presque imperceptible, la vitre arrière, d'un noir profond et opaque, commença à s'abaisser. Tristan retint son souffle, une boule d'angoisse et d'incompréhension se formant dans sa gorge. La lumière tamisée de l'habitacle révéla d'abord un manteau de cachemire immaculé, puis la délicatesse d'un cou orné d'un collier de perles rares, et enfin un visage. Le cœur de Tristan cessa de battre. L'air manqua dans ses poumons. Ses jambes, qui l'avaient porté à travers le désespoir des derniers mois, menacèrent soudain de céder. C'était elle, Élodie. Ses cheveux bruns, autrefois libres et souvent décoiffés par le vent, étaient maintenant rassemblés en un chignon d'une perfection intimidante. Son visage, que Tristan avait connu si expressif, si ouvert et vulnérable, ressemblait à présent à une sculpture de marbre. Elle le regardait. Ses yeux, d'un noisette profond dans lesquels il s'était autrefois noyé de tendresse, étaient aujourd'hui d'une clarté insondable. Ils ne contenaient ni haine, ni pitié, ni colère. Juste une indifférence majestueuse, une autorité silencieuse qui écrasait Tristan plus sûrement que s'il avait été frappé. Il voulut parler. Il voulut prononcer son nom, s'excuser, s'effondrer à genoux dans la boue et la neige fondue, mais ses lèvres tremblantes refusèrent de former le moindre son. Il était paralysé, cloué sur place par le regard de la femme qui l'avait jeté dans la tempête et qui, aujourd'hui, le regardait de haut, protégé par le luxe silencieux de son univers inaccessible. Élodie soutint son regard pendant ce qui sembla être une éternité. Pas un muscle de son visage ne tressaillit. Elle ne laissa transparaître aucune émotion. Puis, avec une lenteur délibérée, elle leva une main aux ongles parfaitement manucurés et appuya sur un bouton. La vitre remonta silencieusement, coupant court à leur connexion, effaçant son visage derrière le verre teinté. La voiture glissa dans la nuit sans un bruit, laissant Tristan seul, brisé, le souffle court, les larmes gelant sur ses joues creusées. Avez-vous déjà remarqué comment la vie, dans son infinie sagesse, se plaît à inverser les rôles? Nous avons tous, à un moment ou à un autre, croisé le chemin de quelqu'un que nous pensions insignifiant, quelqu'un que nous avons peut-être jugé, blessé, ou éloigné avec légèreté, persuadé de notre propre supériorité. Nous fermons des portes sans réaliser que le vent du destin peut, un jour,
nous ramener sur ce même seuil, nus et implorants. Élodie avait été cette porte fermée avec violence, et ce soir-là, en baissant cette vitre, elle ne lui avait pas seulement montré sa réussite, elle lui avait tendu le miroir de sa propre misère. Mais pour comprendre la profondeur de ce regard croisé dans la nuit parisienne, il faut remonter le temps. Il faut retourner là où la neige est tombée pour la première fois sur leur histoire. 6 ans plus tôt. Élodie n'avait rien de la froide reine des glaces qu'elle était devenue. À 23 ans, elle était une jeune femme lumineuse, dont le rire clair remplissait les pièces souvent trop silencieuses du manoir des Lavallières. Elle n'avait pas d'argent, pas de nom à particules, pas de réseau d'influence. Orpheline de père très jeune, élevée par une mère qui enchaînait les ménages pour lui payer des études de design, Élodie avait appris la valeur de la simplicité et de l'honnêteté. Elle travaillait comme fleuriste dans une boutique de luxe pour financer la fin de son cursus. C'est là, au milieu des roses de Damas et des orchidées rares, qu'elle avait rencontré Tristan. Tristan de Lavallière était alors l'héritier présomptif d'un empire immobilier que sa famille dirigeait d'une main de fer depuis 3 générations. Il était beau, charismatique, avec cette assurance arrogante que donne la certitude de ne jamais manquer de rien. Mais sous cette carapace dorée, Élodie avait cru voir une faille, un besoin d'authenticité. Lorsqu'il l'avait invitée à dîner la première fois, émerveillée par sa franchise désarmante, elle avait hésité, terrifiée par le gouffre social qui les séparait. Mais l'amour, dans sa grande naïveté, ignore les comptes en banque et les quartiers huppés. Elle était tombée amoureuse, éperdument, d'un homme qui lui promettait de la protéger du monde entier. Pourtant, Élodie se sentait toujours comme une intruse dans cet univers de soie et de mensonges. Chaque fois qu'elle franchissait les immenses portes en fer forgé du domaine familial, son estomac se nouait. Elle essayait de garder la tête haute, de lisser sa jupe achetée en friperie. Mais l'atmosphère du manoir semblait concevoir son existence même comme une insulte. Le danger ne venait pas de Tristan, du moins pas au début. Il venait des ombres qui l'entouraient. Madame de Lavallière, la mère de Tristan, était une femme terrifiante de politesse. Elle ne haussait jamais la voix, ne prononçait jamais une insulte directe. Son mépris s'exprimait par des silences étirés, des sourires glacés et des remarques assassines déguisées en conseils bienveillants. « Vous avez un goût très rustique, ma chère Élodie », lui disait-elle un après-midi, en servant le thé dans des tasses en porcelaine de Sèvres qui valaient plus que l'appartement de la jeune fille. C'est rafraîchissant, bien que totalement inadapté à nos cercles, mais rafraîchissant tout de même. Élodie baissait les yeux, avalant l'humiliation avec une gorgée de thé brûlant. Elle endurait ses piques pour Tristan. Elle pensait que son amour suffirait à combler les attentes de cette famille. Elle ne voyait pas le piège se refermer lentement sur elle, tissé par les mains expertes de Madame de Lavallière et de Camille. Camille, l'ex-fiancée, fille d'un riche banquier, amie d'enfance de Tristan, elle évoluait dans le manoir comme si elle en était la véritable maîtresse. Elle n'avait jamais accepté la rupture, et l'arrivée d'Élodie, cette roturière, lui était intolérable. Entre la mère et l'ex-fiancé, une alliance tacite s'était formée. Une alliance destructrice visant un seul objectif, éliminer l'intruse. Elles commencèrent, doucement, des insinuations chuchotées à l'oreille de Tristan. « Es-tu sûr qu'elle t'aime pour toi, mon fils ?» murmurait sa mère lors d'un dîner en tête-à-tête. On m'a rapporté qu'elle s'intéressait de très près à l'évaluation de nos propriétés sur la Côte d'Azur. Elle m'a posé des questions étranges sur tes comptes offshore, Tristan, glissait Camille avec un faux air inquiet lors d'une soirée de gala. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Tu sais comment sont ces filles qui n'ont jamais rien eu.
Tristan balayait ses remarques au début. Il la défendait. Mais le venin de la suspicion, une fois instillé, est le poison le plus difficile à extraire. Tristan avait grandi dans un monde où l'argent définissait les relations, où la trahison était monnaie courante. Secrètement, profondément enfoui sous ses déclarations d'amour, résidait la peur d'être utilisé. Sa mère et Camille le savaient. Elles appuyèrent précisément sur cette fracture intime. La situation dégénéra quelques semaines avant Noël. Élodie commençait à se sentir fatiguée, nauséeuse le matin. Un vertige de bonheur l'avait saisie lorsqu'elle avait vu les 2 lignes roses sur le test de grossesse dans l'étroite salle de bain de son petit appartement. Elle portait l'enfant de Tristan, le fruit de cet amour qu'elle croyait invincible. Elle avait décidé de lui annoncer le soir du réveillon, de lui offrir ce secret comme le plus beau des cadeaux, espérant que cette nouvelle scellerait définitivement leur destin et ferait taire les doutes de sa famille. Elle n'en eut jamais l'occasion. La veille du réveillon, le ciel de Paris s'assombrit brusquement, déversant une tempête de neige sans précédent. Élodie fut convoquée d'urgence au manoir par un message bref et glacial de Tristan. En arrivant, elle trouva la lourde porte du bureau en chêne entr'ouverte. L'atmosphère à l'intérieur était étouffante. Tristan se tenait debout derrière son immense bureau, le visage livide, les poings serrés si fort que ses jointures étaient gris blanches. Près de la cheminée, Madame de la Vallière sirotait un cognac, une expression de triomphe peinée figée sur les lèvres. Camille, quant à elle, tenait une liasse de documents, arborant un air de fausse compassion. « Tristan, mon amour, que se passe-t-il » demanda Élodie, sa voix tremblant d'instinct face à l'hostilité palpable de la pièce. Tristan leva des yeux rougis par la colère et la douleur. Il ne la regardait plus comme la femme qu'il aimait. Il la regardait comme un parasite. « Ne m'appelle pas comme ça » cracha-t-il, la voix rauque. « Plus jamais » Élodie sentit son cœur rater un battement. Elle fit un pas en avant, tendant la main. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me fais peur » Tristan ramassa violemment une chemise cartonnée sur son bureau et la jeta à ses pieds. Les feuilles s'éparpillèrent sur le tapis perçant. Élodie se baissa, confuse, et ramassa les papiers. Il s'agissait de relevés bancaires, des virements importants, astronomiques, effectués depuis les comptes de la société holding de Tristan vers un compte offshore aux îles Caïmans. Et sur chaque document d'autorisation, en bas de page, figurait la signature d'Élodie, une imitation parfaite. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai jamais vu ces papiers » murmura-t-elle, la panique commençant à lui serrer la gorge. « Ne joue pas à l'innocente » hurla Tristan, frappant violemment le bois de son bureau. « Je t'ai tout donné. Je t'ai ouvert ma maison, mon cœur. J'ai affronté ma famille pour toi. Et pendant des mois, tu siphonnais les comptes de l'entreprise avec tes accès à mon ordinateur personnel ?»« C'est faux !» s'écria Élodie, des larmes de terreur jaillissant de ses yeux. « Tristan, regarde-moi. Tu sais que je suis incapable de faire une chose pareille. Je ne sais même pas ce qu'est un compte offshore. »« Les preuves sont là, ma pauvre enfant » intervint Madame de la Vallière d'une voix mielleuse et empoisonnée. L'expert comptable a retracé l'adresse IP. Les transferts ont été effectués depuis votre petit ordinateur portable. Nous avons fait vérifier ce matin. Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son ordinateur. Elle l'avait laissé plusieurs fois au manoir, souvent sans surveillance dans la bibliothèque pendant qu'elle aidait en cuisine ou se promenait dans le parc. N'importe qui aurait pu l'utiliser. Camille, surtout, qui passait son temps à fureter. Elle tourna la tête vers l'ex-fiancé, qui lui adressa un sourire cruel et microscopique, indétectable pour Tristan. « Tristan, je t'en supplie, c'est un coup monté !» sanglota Élodie, essayant de s'approcher de lui. « Quelqu'un a utilisé mon ordinateur. Ta mère,
Camille, elles veulent me détruire, tu le sais très bien. Tais-toi, rugit Tristan, le visage déformé par la fureur. Comment oses-tu accuser ma mère, accuser Camille, pour couvrir tes propres crimes? J'ai été aveugle. Tu n'es qu'une voleuse, une opportuniste de bas étage. Tu as joué la comédie de la fille simple à la perfection. Élodie suffoquait. Chaque mot de l'homme qu'elle aimait la frappait comme un coup de poignard. Son monde s'effondrait. Elle avait besoin de lui dire la vérité, de lui crier qu'elle portait son enfant, que ce petit être grandissait en elle, mais en voyant le dégoût absolu dans le regard de Tristan, les mots moururent dans sa gorge. S'il pouvait croire qu'elle était une voleuse, que croirait-il au sujet du bébé? Qu'elle l'avait piégé? Qu'elle voulait extorquer une pension? L'instinct maternel, primaire et protecteur, s'éveilla en elle instantanément. Elle posa une main tremblante sur son ventre plat, un geste qui passa inaperçu dans la tempête émotionnelle de la pièce. « Tu ne me crois pas ?» souffla-t-elle, la voix brisée, l'espoir mourant dans ses yeux. « Sors de chez moi !» ordonna Tristan d'un ton d'une froideur polaire, lui tournant le dos pour regarder le feu dans la cheminée, incapable de supporter sa vue. Ma mère a eu la bonté de ne pas appeler la police immédiatement pour éviter un scandale public, mais si tu n'es pas hors de cette propriété dans 5 minutes, je les appelle moi-même. « Dehors !» aboya-t-il lorsque Élodie resta figée, pétrifiée par le choc. « Et ne t'avise jamais de recroiser mon chemin, Élodie. Pour moi, tu n'existes plus. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que les cris. Élodie regarda le large dos de l'homme qu'elle croyait être l'amour de sa vie. Elle regarda Madame de la Vallière, qui sirotait de nouveau son cognac, et Camille, dont les yeux brillaient d'une victoire malveillante. Elle comprit qu'il n'y avait plus rien à sauver. La bataille était perdue d'avance, la sentence prononcée sans procès. Elle ne ramassa pas ses affaires. Elle se retourna lentement, avec une dignité nouvelle qui naissait des cendres de son amour assassiné, et marcha vers la porte. Elle ne pleurait plus. Ses larmes s'étaient taries, remplacées par un froid intérieur qui glaçait ses veines. Lorsqu'elle franchit la porte d'entrée du manoir, le blizzard la frappa de plein fouet. Le vent hurlait à travers les grilles en fer forgé. Elle n'avait pas de manteau, juste sa fine veste en laine, mais elle ne ressentait pas le froid extérieur. Son âme était en hiver. Elle descendit la longue allée pavée, la neige s'infiltrant dans ses chaussures fragiles, chaque pas l'éloignant un peu plus de la vie qu'elle avait rêvée. Elle marchait dans la nuit blanche, seule, accusée, rejetée, mais avec une promesse silencieuse résonnant dans son esprit terrifié. Elle posa à nouveau ses 2 mains sur son ventre, le protégeant du vent mordant. Elle allait survivre. Elle allait protéger cet enfant, seule. Et elle jura, sous ce ciel sans étoiles, que plus jamais quiconque ne l'humilierait de la sorte. C'était il y a 6 ans. Une éternité de larmes, de luttes, de nuits sans sommeil à construire un empire à partir de la boue qu'on lui avait jetée au visage. Et aujourd'hui, dans une autre nuit de neige, c'était Tristan qui marchait dans le froid, ruiné, dépouillé de son arrogance, tandis qu'elle remontait la vitre teintée de son triomphe silencieux. Le destin avait rebattu les cartes. Le passé allait bientôt exiger son dû, et aucun d'eux n'était préparé à la tempête qui s'annonçait au lever du soleil. Les premiers mois qui suivirent cette nuit d'hiver furent une descente lente et vertigineuse dans les abysses de la solitude. Le monde d'Élodie s'était désintégré en l'espace de quelques minutes, balayé par les mots tranchants de l'homme en qui elle avait placé une confiance absolue. De retour dans son minuscule studio sous les toits de Paris, elle s'était effondrée sur le lino froid de sa cuisine, incapable de pleurer davantage, vidée de toute substance. Elle n'avait plus de travail, son nom ayant été discrètement sali dans les cercles très fermés de l'artisanat de luxe par les relations de Madame de la Vallière. Elle n'avait plus d'amis, car la plupart gravitaient autour de l'orbite dorée de Tristan. Elle n'avait plus rien, rien,
si ce n'est ce petit battement de cœur, imperceptible mais obstiné, qui grandissait au creux de son ventre. Avez-vous déjà ressenti cette douleur si profonde qu'elle en devient physique? Ce moment où le chagrin cesse d'être une émotion pour devenir une entité vivante, lourde, qui s'installe sur votre poitrine et vous empêche de respirer. C'est dans ces instants de noirceur absolue, lorsque l'on touche le fond glacé de notre propre désespoir, que l'on découvre véritablement de quel bois nous sommes faits. Certains s'y noient, doucement, abandonnant la lutte. D'autres, poussés par une force primitive, se servent de cette même noirceur pour forger une armure indestructible. Pour Élodie, l'étincelle de survie jaillit une nuit d'insomnie, alors qu'elle regardait les phares des voitures balayer le plafond écaillé de sa chambre. Elle posa la main sur son ventre, désormais légèrement rebondi. Elle sentit un infime mouvement, un frémissement, léger comme le battement d'ailes d'un papillon. Son bébé, le fils de l'homme qui l'avait brisé, mais avant tout, son enfant. Une vague d'amour brut, féroce et protecteur la submergea. À cet instant précis, la jeune fille, naïve et tremblante, mourut. La mère, la guerrière, venait de naître. Elle se fit une promesse silencieuse, les yeux fixés sur les ombres de la nuit. Cet enfant ne connaîtrait jamais le manque, le mépris, ni la peur de ne pas être à sa place. Elle lui construirait un royaume à main nue, s'il le fallait. La reconstruction fut une épreuve de chaque seconde. Élodie enchaîna les emplois précaires, cachant sa grossesse le plus longtemps possible pour ne pas être renvoyée, nettoyant des bureaux à l'aube, servant des cafés tard le soir. Chaque centime était économisé avec une rigueur militaire. Puis, Léo vit le jour un matin de septembre. Une naissance difficile, dans l'anonymat d'un hôpital public, sans main à serrer, sans père pour pleurer de joie. Mais lorsque l'infirmière posa ce petit être hurlant sur sa poitrine, lorsqu'elle vit ses grands yeux bruns, les yeux de Tristan, une force titanesque l'envahit. Pendant que Léo dormait dans un couffin d'occasion posé près de la table de la cuisine, Élodie se remit à dessiner. Elle retourna à sa passion première, le design floral et l'architecture végétale, mais avec une vision nouvelle, audacieuse, presque agressive dans sa beauté. Elle ne voulait plus créer de simples bouquets, elle voulait concevoir des univers. Elle commença petit, décorant gratuitement les vitrines de quelques commerçants de quartier, puis des événements locaux. Son talent, brut et d'une élégance rare, attira l'œil. Une photo d'une de ses installations sur les réseaux sociaux devint virale. Puis, un appel d'une agence d'événementiel parisienne. Puis un autre. Elle ne dormait que 3 heures par nuit. Elle travaillait avec une faim insatiable, une détermination froide qui impressionnait ses collaborateurs. Elle créa son agence, Maison L, refusant catégoriquement d'y associer son propre nom, comme pour se protéger du monde. En l'espace de 5 ans, Maison L devint l'incontournable du luxe. Ses scénographies végétales grandioses s'arrachaient pour les galas monégasques, les mariages de la haute société internationale et les lancements de marques prestigieuses. L'argent afflua, le pouvoir suivit. Élodie avait érigé des murs d'or et de marbre autour d'elle et de son fils. Elle était devenue intouchable, mais au fond de son cœur, une pièce restait verrouillée, plongée dans l'obscurité, là où reposait le fantôme de son seul et unique amour. Le présent la rattrapait brutalement. Le lendemain de la rencontre silencieuse sous la neige, la lumière blafarde de l'hiver parisien s'infiltrait péniblement à travers les immenses baies vitrées de la salle de conférence de Maison L. Élodie se tenait debout, immobile, contemplant la ville en contrebas. Elle portait un tailleur pantalon d'un gris anthracite d'une coupe parfaite qui soulignait son autorité sans le moindre effort. Ses mains étaient croisées dans son dos,
serré à en faire blanchir ses jointures. Malgré son apparence glaciale, une tempête faisait rage sous son crâne. Le visage de Tristan, ravagé par la fatigue et la détresse la veille au soir, tournait en boucle dans son esprit. Elle avait passé la nuit à arpenter son luxueux penthouse, incapable de trouver le sommeil, le cœur battant au rythme de vieux souvenirs qu'elle croyait avoir étouffés sous des couches de soie et de réussite. Elle savait qu'il viendrait aujourd'hui. Elle l'avait méticuleusement planifié, sans jamais s'attendre à ce que la réalité de sa présence la frappe avec une telle violence. De l'autre côté de la ville, Tristan ajustait le col de son costume devant le miroir fêlé de sa salle de bain. Le tissu, autrefois impeccable, commençait à montrer des signes d'usure, tout comme lui. Le groupe Lavallière n'était plus qu'une coquille vide, vidée de sa substance par les investissements hasardeux et frauduleux de sa mère et les dépenses exubérantes de Camille. Lorsque le scandale avait éclaté, Camille avait été la première à fuir, emportant ce qui restait de liquidité sur des comptes personnels, révélant sa véritable nature. Sa mère, incapable de faire face à la honte mondaine, s'était exilée en Suisse, le laissant seul pour affronter la colère des créanciers, les procès et la chute de l'empire familial. Ironie du sort, l'homme qui l'avait accusé de vol avait été ruiné par celle qui l'avait protégé. Tristan portait la culpabilité de sa naïveté comme un cilice. Il avait perdu sa fortune, mais pire encore, en perdant son arrogance, il avait recouvré la clarté. La clarté atroce et insoutenable d'avoir détruit la seule femme qu'il avait jamais aimée, sur la base de mensonges fabriqués. La scène de la rue la veille l'avait anéanti. Élodie, vivante, sublime, puissante, le regardant depuis une forteresse qu'elle avait bâtie sans lui. Aujourd'hui, il devait ravaler sa fierté jusqu'à la lie. Le seul fonds d'investissement capable de racheter les dettes du groupe Lavallière et d'éviter la liquidation judiciaire totale et par conséquent la mise à la rue de centaines d'employés était un mystérieux groupe financier rattaché à Maisonl. Il avait obtenu ce rendez-vous de la dernière chance après des semaines de négociations avec des intermédiaires sans visage. Lorsqu'il franchit les portes en verre de l'immeuble ultramoderne situé sur l'avenue Montaigne, Tristan se sentit infiniment petit. Le hall d'accueil était une ode au minimalisme luxueux, orné de compositions florales monumentales et avant-gardistes qui semblaient défier la gravité. Il fut escorté par une hôtesse à la voix douce mais impersonnelle jusqu'au 40e étage. L'ascenseur s'éleva dans un silence absolu, chaque étage grimpé, ajoutant une pierre de plus à l'angoisse qui lui broyait l'estomac. Le président directeur général vous attend dans la salle du conseil, monsieur de Lavallière, murmura l'hôtesse en lui ouvrant de lourdes doubles portes en chêne sombre. Tristan entra. La pièce était immense, baignée d'une lumière froide. Une longue table en marbre noir dominait l'espace. Au bout de cette table, de dos, une silhouette se tenait face à la baie vitrée, observant Paris. Tristan s'avança d'un pas hésitant, son porte-documents pesant une tonne dans sa main. Il s'éclaircit la gorge, tentant de rassembler les miettes de son ancienne assurance. « Bonjour », commença-t-il, la voix légèrement enrouée. « Je vous remercie de me recevoir avec si peu de préavis. Je sais que la situation du groupe Lavallière est complexe, mais je vous assure que les actifs restants ont une valeur inestimable pour une restructuration. » La silhouette pivota lentement sur ses talons. Les mots moururent sur les lèvres de Tristan. Le silence qui s'abattit sur la pièce était d'une densité terrifiante, presque assourdissant. Il laissa échapper son porte-documents qui s'écrasa lourdement sur l'épaisse moquette beige, le bruit sec résonnant comme un coup de feu. Élodie. Elle ne se trouvait pas simplement dans le même immeuble. Elle l'attendait. Elle était le mystérieux investisseur. C'était elle qui tenait la hache du bourreau au-dessus du cou de son héritage familial. Elle le regarda, les yeux dépourvus de toute chaleur humaine. Son expression était une forteresse impénétrable.
Tristan sentit ses genoux vaciller. L'air quitta ses poumons d'un seul coup. La femme qu'il avait chassée dans la neige comme une mendiante se tenait devant lui, drapée dans une autorité qui le terrassait. Le choc était si violent qu'il en eut la nausée. Il eut soudain l'impression d'être un enfant pris en faute, minuscule et vulnérable face à une déesse implacable. « Asseyez-vous, monsieur de la Vallière, dit-elle enfin. Sa voix, elle n'avait pas changé de timbre, mais sa mélodie était différente. Les notes douces et enjouées qu'il chérissait autrefois avaient été remplacées par une cadence métallique, professionnelle, presque tranchante. Elle ne l'avait pas appelé par son prénom. Tristan, incapable de formuler une pensée cohérente, obéit machinalement. Il tira une lourde chaise en cuir et s'y laissa tomber, ses yeux ne pouvant se détacher du visage d'Élodie. Elle prit place majestueusement au bout de la table, ouvrit un élégant dossier de cuir noir et y jeta un coup d'œil distrait, avant de croiser ses mains sur la table, le fixant intensément. « Élodie » souffla-t-il, la voix brisée, l'émotion menaçant de le submerger. « C'est toi. La voiture, hier soir. Je croyais que je devenais fou. Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée que Maison L, c'était toi. Madame Rousseau suffira dans ce contexte professionnel, monsieur de la Vallière, le coupa-t-elle avec une froideur qui lui glaça le sang. Nous ne sommes pas ici pour raviver de vieux souvenirs, ni pour discuter d'hallucinations nocturnes. Nous sommes ici pour discuter de la faillite imminente de votre groupe et des conditions draconiennes auxquelles je serais prête à envisager un rachat de vos dettes. » Tristan déglutit difficilement. Le contraste entre le souvenir de la jeune fille, pleurant à chaudes larmes dans son bureau, implorant qu'on la croie, et la femme impitoyable qui se tenait devant lui était insoutenable. Son cœur se serra douloureusement. Il comprit à cet instant l'étendue de sa destruction. Il n'avait pas seulement perdu son amour, il avait tué la lumière qui l'habitait pour y installer cet hiver éternel. « Comment êtes-vous arrivé à la tête de tout ceci » murmura-t-il, incapable de réfréner sa question, balayant du regard l'opulence de la salle de conseil. « Après cette nuit-là. » Les mâchoires d'Élodie se contractèrent une fraction de seconde, le seul signe visible de la tempête émotionnelle qui faisait rage en elle. Le simple fait qu'il ose évoquer cette nuit ravivait la brûlure de l'humiliation passée. Elle sentit ses ongles s'enfoncer dans les paumes de ses mains, sous la table, pour maintenir son calme. Par le travail, la résilience et l'absence totale de distraction sentimentale, répondit-elle sèchement. Une leçon que j'ai apprise à mes dépens, il y a de cela quelques années, par un homme d'une naïveté confondante. Mais ceci ne vous concerne plus. Revenons-en aux chiffres, si vous le voulez bien. Votre directoire a approuvé une cession de 70% des parts en échange d'une restructuration de la dette par mon holding. Tristan laissa tomber son visage dans ses mains. La honte l'inondait, brûlante et destructrice. Il voulait hurler, la supplier de l'écouter, lui demander pardon à genoux, lui raconter comment il avait découvert la trahison de sa mère des années trop tard, comment Camille avait falsifié les signatures. Il voulait lui dire que pas un seul jour ne s'était écoulé sans qu'il ne revoie son visage en pleurs dans la tempête. Mais face à cette forteresse de glace, ces mots semblaient dérisoires, pathétiques. « Je mérite tout ça, » murmura-t-il, la voix étouffée par ses paumes. « Je mérite de tout perdre. Je mérite ton mépris, Élodie, si tu savais à quel point je... » « Arrêtez !» trancha-t-elle d'un ton sec, la voix claquant comme un fouet dans le silence de la pièce. Elle s'était levée précipitamment, trahie un instant par l'émotion qui menaçait de fissurer son masque. Elle s'approcha de la baie vitrée, lui tournant à nouveau le dos, la respiration soudain saccadée. Elle ferma les yeux, luttant de toutes ses forces pour ne pas laisser les larmes emprisonnées depuis des années franchir la barrière de ses cils. Le son de sa voix brisée l'avait ébranlée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il avait l'air si détruit, si pitoyable.
L'homme arrogant qui dirigeait le monde n'existait plus. Mais elle ne pouvait pas flancher. Pas maintenant. Pas pour lui. Elle devait protéger Léo, avant tout. Tristan releva la tête, les yeux brillants de larmes refoulées. Il observait sa silhouette à contre-jour. Il percevait la tension dans ses épaules, la rigidité de sa posture. Il comprenait qu'elle souffrait encore, et cette certitude était la pire des tortures. « Je signerai tout ce que vous voudrez, Madame Rousseau », dit-il finalement d'une voix basse, empreinte d'une résignation totale. « Prenez l'entreprise. Prenez tout. Je n'ai plus rien à défendre, de toute façon. Je voulais sauver les emplois de mes salariés. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Pour le reste, je n'ai plus d'orgueil à protéger. » Élodie resta immobile un long moment, absorbant ses paroles. L'abandon dans sa voix n'était pas fin. C'était la reddition absolue d'un homme qui avait reconnu sa propre ruine intérieure. Lentement, elle se retourna et retourna s'asseoir, le masque d'impassibilité remis en place, bien qu'un peu plus fragile qu'à son arrivée. « Bien, » dit-elle en poussant un épais contrat vers lui, accompagné d'un lourd stylo plume en argent. Les conditions sont stipulées à la page 14. Vous perdez la présidence du conseil d'administration avec effet immédiat. Vous conserverez un poste consultatif mineur, sans pouvoir décisionnel, pour assurer la transition auprès des équipes, le temps que je place mes propres directeurs. Tristan ne prit même pas la peine de lire. Il saisit le stylo d'une main tremblante, tourna les pages à la hâte et apposa sa signature frénétiquement en bas de chaque feuillet. Il signait l'arrêt de mort de son héritage, mais à cet instant, il s'en moquait éperdument. L'empire de briques et de ciment ne valait rien face au champ de ruines qu'était devenu sa conscience. Lorsqu'il repoussa le document vers elle, leurs doigts s'effleurèrent une fraction de seconde. Une décharge électrique sembla traverser la pièce. Élodie retira vivement sa main, comme brûlée, tandis que Tristan fermait les yeux, terrassé par ce contact infime, ce fantôme de la douceur passée. « C'est fait », murmura-t-il, repoussant sa chaise pour se lever péniblement. « L'entreprise est à vous. Félicitations pour cette acquisition stratégique. » Il ramassa son porte-document, l'air vaincu. Il s'apprêtait à tourner les talons, à sortir de sa vie une nouvelle fois, lorsque Élodie, malgré elle, brisa le silence protocolaire. « Pourquoi avez-vous signé sans négocier ?» demanda-t-elle, la voix soudain moins assurée, presque curieuse. Tristan de la Vallière n'abandonnait jamais sans combattre. Il s'arrêta au niveau de la porte, la main posée sur la poignée de laiton. Il se tourna vers elle, lui offrant un sourire triste, dénué de toute arrogance, un sourire chargé d'un millier de regrets silencieux. Parce que Tristan de la Vallière est mort il y a 6 ans, dans un bureau, lorsqu'il a laissé partir la seule belle chose que la vie lui avait offerte, répondit-il doucement. Gardez l'entreprise, Élodie. Elle est entre de meilleures mains. Il ouvrit la porte et disparut dans le couloir silencieux, laissant Élodie seule face à l'immensité de sa victoire financière et face au tumulte effrayant d'un cœur qu'elle croyait définitivement changé en pierre. Elle posa une main tremblante sur sa poitrine, là où la douleur sourde du passé venait violemment de se réveiller. La vengeance avait un goût de cendre, et la victoire, étrangement, ressemblait à une nouvelle défaite. Avez-vous déjà essayé de retenir de l'eau au creux de vos mains? Plus vous serrez les doigts, plus elle vous échappe. Le pardon ressemble à cela. Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne dans l'obscurité pour que la lumière revienne d'un coup. C'est un processus lent, douloureux, une muraille d'épines qu'il faut démanteler branche par branche, au risque de s'y écorcher les mains à chaque tentative. Les semaines qui suivirent la signature du rachat furent un supplice silencieux pour Tristan et Élodie. Leur vie, autrefois violemment séparée par la trahison, était désormais forcée de coexister dans l'arène de verre et d'acier du siège de Maison L. Tristan avait refusé l'indemnité de départ que le contrat lui autorisait.
Il avait accepté le poste de conseiller de transition, s'installant dans un petit bureau sans fenêtre au fond d'un couloir, bien loin des suites exécutives auxquelles il avait toujours été habitué. Il arrivait le premier, bien avant l'aube, et repartait le dernier. Il ne cherchait plus à briller. Il cherchait à réparer ce qui pouvait l'être pour les employés qu'il avait failli mener à la ruine. Élodie, depuis son vaste bureau vitré au dernier étage, l'observait parfois à travers les caméras de sécurité ou lorsqu'il traversait le hall. Elle cherchait le monstre. Elle cherchait l'homme arrogant et cruel qui l'avait jeté dans la tempête. Mais elle ne voyait qu'un homme à l'échine courbée, le visage creusé par la fatigue et les regrets, traitant chaque employé, du technicien de surface au directeur financier, avec une humilité désarmante. Cette transformation la mettait en colère. Elle aurait voulu qu'il reste détestable. Sa douceur nouvelle fissurait l'armure qu'elle avait mis 6 ans à forger. Un soir de novembre, alors que la pluie battait violemment contre les vitres de la tour, Élodie était restée tard pour finaliser un contrat d'approvisionnement en fleurs rares. Elle se frotta les tempes, épuisée, la vision troublée par les lignes de chiffres sur son écran. Soudain, on frappa doucement à la porte entr'ouverte. Tristan se tenait sur le seuil. Il ne portait plus ses costumes sur mesure d'autrefois, mais un simple pull à col roulé sombre qui soulignait la perte de poids de ces derniers mois. Il tenait dans ses mains un dossier et par-dessus, un gobelet en carton fumant. « Je vous apporte les derniers audits des entrepôts de Lyon. Madame Rousseau, » dit-il d'une voix basse, n'osant pas franchir le seuil sans y être invité. « Déposez-les sur la table de réunion, » répondit-elle, sans lever les yeux de son ordinateur, le ton volontairement sec. Tristan s'avança en silence. Il posa le dossier avec précaution, puis, après une microseconde d'hésitation, il avança jusqu'au bureau d'Élodie et déposa le gobelet fumant près de sa main droite. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, le regard soudain méfiant. « Du thé » murmura-t-il, les yeux fixés sur le bureau en bois précieux pour ne pas croiser son regard. « Camomille et miel d'acacia. Vous frottiez vos tempes. Vous faisiez toujours ça quand les chiffres vous donnaient la migraine. » Élodie sentit son souffle se bloquer. Le monde autour d'elle sembla s'arrêter de tourner. L'odeur douce et familière de la camomille monta jusqu'à ses narines. C'était la boisson exacte qu'il lui préparait lorsqu'elle étudiait tard le soir dans son petit studio étudiant, à l'époque où il riait de tout, blotti sous une couverture bon marché. Ce simple détail, cette attention infime, perça ses défenses avec la précision d'une flèche. Elle regarda la main de Tristan, encore posée près du gobelet. Elle remarqua que ses doigts tremblaient légèrement. Il ne cherchait pas à la manipuler. Il cherchait simplement à prendre soin d'elle, l'espace d'une seconde, comme un fantôme de l'homme qu'il avait été. « Je ne bois plus de thé », mentit-elle, la gorge serrée, forçant sa voix à rester glaciale. « Prenez vos affaires et sortez, monsieur de la Vallière. » Tristan encaissa le coup sans broncher. Il hocha lentement la tête, recula d'un pas et sortit du bureau en refermant la porte sans le moindre bruit. Dès que le cliquetis de la serrure retentit, le masque d'Élodie se brisa. Elle porta une main tremblante à sa bouche pour étouffer un sanglot. Elle saisit le gobelet, la chaleur du carton brûlant agréablement ses paumes froides. Elle ferma les yeux et inhala profondément l'odeur du miel et de l'infusion. Une larme, unique et brûlante, roula sur sa joue pour s'écraser sur le bois du bureau. Elle se leva brusquement, marcha jusqu'au petit évier de son bar privé et y vida le contenu du gobelet. Elle regarda le liquide doré s'écouler dans le siphon, le cœur lourd de cette tendresse avortée qu'elle refusait de s'autoriser. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle avait un secret bien trop grand à protéger. Mais le destin a horreur des secrets. Il s'arrange toujours pour faire éclater la vérité au moment où l'on s'y attend le moins. C'était un samedi après-midi. Le ciel de Paris était bas et lourd, menaçant de déverser une pluie glaciale.
Tristan avait profité du calme du week-end pour se rendre aux serres monumentales de Maisonnelle, situées dans un vaste domaine en périphérie de la capitale. C'était là que se trouvaient les laboratoires de recherche botanique et les archives de l'entreprise. Il devait y déposer les derniers cartons de documents scellés, marquant la fin définitive de son ancienne entreprise. On lui avait assuré que le domaine serait désert. Les serres étaient une merveille d'architecture de verre et d'acier, reproduisant des climats tropicaux et tempérés, avec une précision fascinante. En y pénétrant, Tristan fut enveloppé par une chaleur humide et l'odeur entêtante de la terre mouillée, de l'humus et des orchidées rares. Le contraste avec la grisaille extérieure était saisissant. Il portait un lourd carton dans ses bras, marchant lentement dans l'allée centrale pavée de pierres naturelles. Soudain, un éclat de rire cristallin résonna à travers la végétation luxuriante. Tristan s'immobilisa. Ce n'était pas un bruit de fond, ni le son d'un employé au travail. C'était le rire pur, insouciant et contagieux d'un enfant. Et juste après, une voix de femme, douce, enjouée, répondit « Non, pas comme ça, mon amour. Il faut mettre la graine plus doucement dans la terre, sinon elle va avoir peur du noir. » Tristan sentit son sang se figer dans ses veines. Cette voix, dépourvue de sa froideur professionnelle, vibrante de tendresse, c'était la voix d'Élodie, celle qu'elle utilisait autrefois lorsqu'elle lui parlait au creux de l'oreille. Poussé par une force invisible, le cœur battant à tout rompre, Tristan posa silencieusement le carton sur le sol humide. Il s'avança, à pas de loup, à travers une forêt de fougères arborescentes et de palmiers nains, suivant le son de ces voix qui semblaient irréelles dans ce sanctuaire de silence. Il écarta doucement les larges feuilles d'un bananier, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Dans une petite clairière aménagée au milieu de la serre, Élodie était assise par terre. Elle ne portait pas de tailleur strict, mais un vieux jean délavé et un grand pull en grosse maille crème. Ses cheveux bruns étaient attachés en une tresse lâche qui tombait sur son épaule. Elle avait de la terre sur les joues et souriait. C'était un sourire radieux, un sourire qu'il croyait avoir effacé de la surface de la terre. Devant elle, agenouillé dans la terre noire, un petit garçon vêtu d'une salopette en velours côtelé bleu marine manipulait un minuscule râteau de jardinier avec une concentration absolue. Tristan resta paralysé, caché derrière le feuillage. Son cerveau tentait de donner un sens à la scène. Élodie avait un enfant. Pourquoi n'en avait-il jamais entendu parler? Les rumeurs du monde des affaires la disaient célibataire, acharnée au travail, sans vie privée. Le petit garçon leva soudain la tête, brandissant son râteau comme un trophée. « Regarde, maman, j'ai fait la maison pour la fleur. » Tristan cessa de respirer. Le profil du garçon se dessina dans la lumière filtrée par le plafond de verre. Ses petits cheveux bruns et rebelles, la courbe volontaire de sa mâchoire enfantine. Et lorsqu'il tourna la tête pour regarder un papillon qui voltait près de lui, Tristan vit son visage de face. Le temps s'arrêta. Le silence devint si absolu que Tristan put entendre le battement frénétique de son propre cœur résonner dans ses tympans. C'était impossible. C'était une hallucination née de sa culpabilité. Mais le garçon était bien réel. Ses yeux, ses grands yeux bruns, profonds, presque trop sérieux pour un enfant de son âge. Ils n'étaient pas les yeux noisettes d'Élodie. C'étaient ses yeux à lui. Les yeux des Lavallière. Ceux que Tristan voyait chaque matin dans son miroir. Une équation terrifiante, foudroyante, se forma dans l'esprit de Tristan. Un garçon d'environ 5 ans, 9 mois de grossesse, 6 ans depuis la nuit de la tempête, 6 ans depuis le jour où il avait hurlé à Élodie de sortir de sa vie, où il l'avait chassée dans le froid mordant, sans manteau, en la traitant de voleuse. Elle attendait mon enfant. La réalisation le frappa avec la force d'un train à pleine vitesse. Ses genoux tremblèrent,
si violemment qu'il dut s'agripper à une branche pour ne pas s'effondrer. L'air manqua cruellement dans ses poumons. Une douleur fulgurante, aiguë, lui déchira la poitrine. Il se souvint. Mon Dieu, il se souvint. Le geste qu'elle avait fait cette nuit-là, juste avant de franchir la porte. Cette façon dont elle avait posé ses deux mains, tremblantes, sur son ventre plat. Ce n'était pas un geste de désespoir aléatoire. Elle protégeait leur bébé. Et lui, aveuglé par les mensonges de sa mère et de Camille, par son propre orgueil de milliardaire blessé, il l'avait regardée partir dans la neige avec son propre sang en elle. Un gémissement étouffé, involontaire, s'échappa de la gorge de Tristan. C'était le son d'une âme qui se fissure. Le bruit brisa la quiétude de la serre. Le petit garçon sursauta et se retourna vers les feuillages. « Maman, il y a quelqu'un » dit-il avec sa petite voix claire. Élodie se figea. Elle releva lentement la tête, son sourire mourant sur ses lèvres. Elle scruta l'obscurité végétale. Tristan savait qu'il devait fuir. Il n'avait pas le droit de détruire cet instant. Il n'avait pas le droit d'exister dans ce tableau parfait qu'elle avait peint sans lui. Mais ses jambes refusèrent de lui obéir. La force de l'instinct paternel, s'éveillant avec 6 ans de retard, le poussa en avant. Ses mains, relâchant la branche, écartèrent les feuilles. Il sortit de l'ombre, pâle comme un cadavre, les yeux brillants d'un torrent de larmes qu'il ne cherchait même plus à retenir. Élodie se leva d'un bond, se plaçant instinctivement devant le petit garçon, comme une lionne protégeant son petit. Son visage, si doux une seconde auparavant, se transforma en un masque de terreur pure. Elle recula d'un pas, saisissant la main du garçon pour le tirer derrière elle. « Non » murmura-t-elle, la voix tremblante, le sang désertant complètement son visage. « Non, Tristan, pas ça. » Tristan ne regardait pas Élodie. Son regard était magnétiquement attiré par le petit garçon qui passait la tête derrière les jambes de sa mère, fixant cet inconnu qui pleurait. « Comment s'appelle-t-il » demanda Tristan, sa voix n'étant plus qu'un filet brisé, à peine audible. Élodie serra la main de son fils si fort que l'enfant couina légèrement. Elle tremblait de tout son corps. Le cauchemar qu'elle redoutait depuis 6 ans, le secret qu'elle avait enfoui sous des millions d'euros de chiffre d'affaires et des murailles de silence, venait d'éclater en plein jour. « Va-t'en » ordonna-t-elle, la voix étranglée par la panique. « Tristan, je t'en supplie, va-t'en d'ici tout de suite. » Mais Tristan s'avança, un pas lent, lourd. Il tomba à genoux sur la terre humide, s'en moquant de salir ses vêtements, s'en moquant de tout. Il était à la hauteur du petit garçon. Ses mains pendaient le long de son corps, vides, inutiles, vaincus. « Tu étais enceinte » souffla-t-il, les larmes coulant librement sur ses joues creuses. « Cette nuit-là, dans le bureau, quand je t'ai jeté dehors, tu étais enceinte de moi. » Ce n'était pas une question, c'était l'aveu d'un crime impardonnable. Le silence qui s'abattit sur la serre fut plus lourd que l'air tropical ambiant. Le petit garçon, sentant l'extrême tension, s'agrippa plus fort à la jambe d'Élodie. « Maman, pourquoi le monsieur il pleure » demanda doucement l'enfant. Tristan ferma les yeux, foudroyé par ce simple mot. « Maman ». Ce mot qu'il n'avait pas été là pour entendre la première fois. Il laissa sa tête retomber vers sa poitrine, les épaules secouées par des sanglots silencieux et dévastateurs. Le milliardaire déchu n'était plus qu'un homme à genoux dans la boue, découvrant le cadavre du bonheur qu'il avait lui-même assassiné. L'air semblait s'être soudainement retiré de la serre, laissant place à un vide suffocant. Le petit garçon, Léo, regardait cet homme effondré avec la curiosité innocente de l'enfance, cherchant une réponse dans les yeux de sa mère. Mais les yeux d'Élodie n'étaient plus que 2 puits de terreur et de colère mêlés. Elle respira un grand coup,
forçant ses mains à cesser de trembler. Elle s'accroupit à la hauteur de son fils, forçant un sourire qui n'atteignit jamais son regard. « Léo, mon chéri », murmura-t-elle avec une douceur qui contrastait violemment avec la tempête qui hurlait dans sa poitrine. « Est-ce que tu peux aller dans la cabane de verre retrouver ta nounou, s'il te plaît? Maman doit parler de grandes personnes avec ce monsieur. » Léo hésita, jetant un dernier coup d'œil à Tristan, toujours à genoux, les épaules secouées de spasmes silencieux. « Il a bobo ?» demanda l'enfant en pointant un petit doigt potelé vers l'homme en pleurs. Cette simple question, d'une pureté déchirante, transperça le cœur de Tristan comme une lame chauffée à blanc. C'était son fils, son propre sang, s'inquiétant pour l'étranger brisé qu'il était devenu. Il voulut tendre la main, effleurer la joue ronde de l'enfant, mais Élodie s'interposa brusquement, son corps formant un bouclier impénétrable. « Oui, mon cœur, il a un peu mal, » répondit Élodie, la voix se brisant légèrement. « File vite. Je te rejoins dans 5 minutes. » L'enfant hocha la tête, ramassa son petit râteau et s'éloigna en trottinant sur le chemin de pierre, disparaissant bientôt derrière un épais rideau de lianes tropicales. Le bruit de ses petits pas s'évanouit, laissant les deux adultes seuls dans un silence de cathédrale. Dès que Léo fut hors de vue, la douceur d'Élodie s'évapora instantanément. Elle se redressa de toute sa hauteur. Ses yeux noisettes, d'habitude si froids et contrôlés depuis son ascension, s'embrasèrent d'une rage brute, animale, forgée dans les nuits de désespoir. « Lève-toi » cracha-t-elle, chaque syllabe tranchante comme du verre brisé. « Lève-toi, Tristan. Ne m'oblige pas à supporter ce spectacle pathétique. » Tristan obéit péniblement. Ses jambes le portaient à peine. Il se tint devant elle, le visage ravagé, les yeux rouges, incapable de soutenir son regard brûlant. Il ressemblait à un condamné attendant l'exécution de sa sentence. « Élodie, je ne savais pas, » balbutia-t-il, la voix étranglée par les larmes qui continuaient de couler. « Je te jure sur ma vie que je ne savais pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi m'avoir laissé dans l'ignorance pendant 6 ans? C'est mon fils, c'est mon enfant. » Le rire qui franchit les lèvres d'Élodie n'avait rien de joyeux. C'était un son amer, sombre, chargé de tout le poison qu'elle avait dû avaler depuis cette fameuse nuit. « Ton enfant ?» s'écria-t-elle, la voix résonnant douloureusement sous la voûte de verre. « Tu oses prononcer ces mots? Léo n'est pas à toi, Tristan. Il n'a jamais été à toi. Il est à moi seul. » « J'avais le droit de savoir », s'emporta Tristan dans un sursaut de douleur, faisant un pas en avant. « Tu m'as volé 6 années de sa vie. Tu m'as volé mon rôle de père. » La gifle partit, avant même qu'Élodie n'en ait conscience. Le claquement sec résonna dans la serre. La tête de Tristan bascula sur le côté sous la force de l'impact. Une marque rouge apparut presque instantanément sur sa joue pâle. Il ne recula pas. Il ne porta même pas la main à son visage. Il resta immobile, acceptant la douleur physique comme une pénitence dérisoire face à la souffrance qu'il avait infligée. Élodie recula, la main tremblante, choquée par sa propre violence, mais la digue avait cédé. Le flot de paroles retenues pendant des années se déversa. « Tu me demandes pourquoi je ne t'ai rien dit ?» hurla-t-elle, les larmes de rage brouillant enfin sa vue. « Tu veux savoir pourquoi le père de mon enfant ne l'a pas vu naître? Retourne 6 ans en arrière, Tristan. Souviens-toi. » Elle fit un pas vers lui, le pointant d'un doigt accusateur, vidant son âme de tout son ressentiment. « Souviens-toi de cette nuit. Souviens-toi de la neige. Tu te souviens de ce que tu m'as dit dans ce bureau, entouré de ta mère et de ta garce d'ex-fiancée? Tu m'as appelée voleuse. Tu m'as traité d'opportuniste de bas étage. Je te suppliais de me croire. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, et tu me regardais avec un dégoût absolu.
Tu m'as ordonné de sortir de ta vie, et tu m'as jeté dans un blizzard sans même un manteau. » Tristan ferma les yeux, des larmes silencieuses inondant à nouveau son visage. Chaque mot d'Élodie était un clou enfoncé dans son propre cercueil. « J'allais te l'annoncer ce soir-là, » continua-t-elle, la voix brisée par les sanglots qu'elle ne pouvait plus retenir. « J'avais le test de grossesse dans mon sac. Je pensais que ce bébé serait notre miracle, mais quand j'ai vu la haine dans tes yeux, quand j'ai vu à quelle vitesse tu as choisi de croire des mensonges grossiers plutôt que la femme que tu prétendais aimer, j'ai compris. J'ai compris que tu me détruirais et que tu détruirais cet enfant avec moi. » Elle reprit son souffle, essuyant rageusement ses joues mouillées. « Alors oui, je suis parti. J'ai marché dans la neige, les pieds gelés, terrifié, sans argent, sans famille. J'ai eu faim, Tristan. J'ai eu froid. J'ai passé des nuits assise sur le sol d'un studio humide, les mains sur mon ventre, à prier pour que mon bébé survive au stress et à la misère. J'ai nettoyé les toilettes des autres à 6 heures du matin en vomissant de fatigue à cause de la grossesse. Pendant que tu buvais du champagne dans tes galas de charité, je comptais les centimes pour acheter des couches d'occasion. » Tristan tomba à genoux une seconde fois. Ses jambes ne pouvaient plus supporter le poids de cette révélation. Il posa ses mains sur le sol en terre cuite, la tête baissée, pleurant de manière incontrôlable. Le monstre qu'il avait été lui apparaissait enfin dans toute sa laideur. « Pardonne-moi, » murmura-t-il, la voix n'étant plus qu'un gémissement pitoyable. « Mon Dieu, Élodie, je t'en supplie, pardonne-moi. J'étais aveugle, j'étais stupide et arrogant. Je mérite de mourir pour ce que je t'ai fait. »« Ne me demande pas de te pardonner, » trancha-t-elle, la voix vibrante de détresse. « Je t'ai protégé de la seule chose qui te restait de pur. Tu crois que je pouvais te laisser approcher Léo ? Tu l'aurais empoisonné avec la paranoïa de ton monde. Ta mère aurait exigé des tests de paternité en m'humiliant publiquement. Camille aurait essayé de nous détruire encore plus. J'ai protégé mon fils de la pourriture de ta famille, Tristan, et je ne le regrette pas. La vérité nue, brutale, dépouillée de toute politesse, est souvent insoutenable. Tristan la recevait de plein fouet, réalisant que la femme debout devant lui n'était pas son bourreau financier, mais la gardienne d'un sanctuaire qu'il avait lui-même profané. Il leva les yeux vers elle, le visage inondé de larmes, les traits déformés par un chagrin infini. « Tu as raison, » souffla-t-il, la voix saccadée. « Tu as eu raison, Élodie. Je n'étais pas digne d'être père. Je n'étais pas digne de toi. » Il se releva lentement, s'essuyant le visage du revers de la manche, tentant de retrouver un semblant de dignité au milieu des ruines de sa conscience. « Je ne t'enlèverai pas, Léo, » dit-il avec une résignation totale, le regard vide. « Je ne demanderai rien. Ni droit de visite, ni reconnaissance légale. Rien qui puisse perturber la vie que tu lui as construite. Je te promets que je disparaîtrai dès que la transition de l'entreprise sera achevée. » Élodie l'observa. La colère qu'il avait consumée pendant 6 ans commençait étrangement à retomber, laissant place à une immense fatigue. L'homme devant elle n'était plus le prince arrogant de son passé. C'était un homme anéanti, qui venait d'accepter de renoncer à la plus belle chose de sa vie par pur amour pour elle et leur enfant. Un silence lourd, pesant, mais dénué de la rage précédente, s'installa entre eux. Seul le bruit des gouttes de condensation tombant des feuilles tropicales venait troubler le calme de la serre. « Suis-moi » dit soudain Élodie d'une voix lasse, se détournant de lui pour marcher vers la sortie de la serre. Tristan hésita, confus, mais l'obéissance était tout ce qui lui restait. Il la suivit en silence. Elle le conduisit à travers un dédale d'allées gravillonnées jusqu'à la majestueuse bâtisse principale du domaine.
une chartreuse rénovée avec un goût exquis. Ils entrèrent dans son bureau personnel, une vaste pièce aux murs tapissés de croquis floraux et de bibliothèques en chêne clair. Élodie s'approcha d'un coffre-fort dissimulé derrière un tableau discret. Elle composa un code complexe, ouvrit la lourde porte métallique et en sortit une épaisse enveloppe Kraft, visiblement ancienne. Elle se tourna vers Tristan, qui se tenait près de la porte, n'osant pas avancer davantage. « Tu as perdu ton entreprise parce que tu n'as jamais su voir la vérité qui se trouvait juste sous tes yeux, » dit-elle en marchant vers lui. « Il y a 4 ans, quand Maison L a commencé à générer des profits conséquents, la première chose que j'ai faite n'a pas été d'acheter un appartement ou une voiture de luxe. » Elle lui tendit l'enveloppe. Tristan la regarda, n'osant pas la prendre. « Prends-la, » ordonna-t-elle doucement. D'une main tremblante, il saisit le paquet. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de feuillets, des rapports d'enquêteurs privés, des relevés bancaires cryptés, des photographies, des transcriptions d'appels. J'ai engagé le meilleur cabinet d'investigation financière de Paris, expliqua Élodie, croisant les bras sur sa poitrine. Je voulais savoir exactement comment j'avais été piégée, pour ma propre santé mentale, pour être sûr que je n'étais pas devenue folle cette nuit-là. Tristan commença à lire le premier rapport. Son sang se glaça. Les mots dansaient devant ses yeux embués. L'enquête démontrait, preuves à l'appui, que l'adresse IP ayant servi à transférer les fonds n'était pas celle de l'ordinateur d'Élodie, mais un routeur fantôme installé temporairement dans l'aile ouest du manoir. L'aile occupée par Madame de la Vallière. Plus loin, un document officiel certifiait que le compte offshore aux îles Caïmans avait été ouvert avec un passeport falsifié portant le nom d'Élodie, mais dont la photo, grâce à un logiciel de reconnaissance faciale utilisé par les enquêteurs, correspondait à une femme de main payée par le père de Camille. Enfin, les relevés téléphoniques prouvaient que Camille et Madame de la Vallière avaient échangé plus de 60 appels dans la semaine précédant la fameuse nuit de la tempête. Tout était là, noir sur blanc. La machination cruelle, méthodique, absolue. Tristan laissa tomber les feuilles sur le bureau. Il devait s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. La réalité de sa propre stupidité l'étouffait. Il avait abandonné la femme la plus loyale du monde pour protéger des serpents qui, quelques années plus tard, avaient fini par vider ses propres comptes et l'abandonner à son tour. « Elles ont tout orchestré », murmura-t-il, la voix vide, le regard fixé sur les feuilles, comme si elles étaient empoisonnées. Ma propre mère. Elle savait que je ne ferais jamais le poids face à ta confiance aveugle en ton monde, répondit Élodie, et elles avaient raison. Tu as choisi la sécurité de ton héritage plutôt que l'inconfort de la vérité. Tristan releva la tête. La tristesse infinie qui noyait ses yeux laissa soudain place à une lueur nouvelle. Une lueur froide, tranchante. Ce n'était pas de l'arrogance, ni de la fierté. C'était la naissance de la justice, la véritable justice émotionnelle d'un homme qui comprend enfin l'étendue du crime dont il a été l'instrument aveugle. Il rassembla les documents avec une lenteur calculée, les remit dans l'enveloppe et la serra contre son cœur. « Je ne te demanderai plus pardon, Élodie, » dit-il d'une voix soudain posée, presque effrayante de calme. « Les mots ne suffiront jamais à réparer ce que j'ai détruit. Mais je te fais une dernière promesse. Je vais nettoyer le passé. Pour toi. Pour Léo, même s'il ne saura jamais qui je suis. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, il s'inclina légèrement, un geste de respect absolu, et quitta le bureau. La colère est une émotion brûlante, chaotique. Mais la fureur justicière, celle qui naît de la trahison absolue, est de la glace pure. C'est avec cette glace dans les veines que Tristan quitta le domaine pour regagner Paris. Il savait exactement où les trouver. Le cabinet d'avocats, Dumas & Associés, était situé dans les beaux quartiers de la capitale.
C'était là que se tenaient les ultimes réunions de liquidation du groupe Lavallière. En ouvrant la double porte en acajou de la salle de réunion ce lundi matin-là, Tristan n'était plus le patron ruiné et résigné des dernières semaines. Autour de la table en verre dépoli se trouvaient les liquidateurs judiciaires, ses anciens avocats et, assises l'une à côté de l'autre, Madame de Lavallière, revenue exceptionnellement de Genève pour signer des actes de cession, et Camille, arborant toujours des vêtements de créateur et des bijoux d'une valeur indécente malgré la faillite du groupe. Elles levèrent les yeux vers lui avec un agacement teinté de mépris. « Tristan, tu es en retard » soupira sa mère, ajustant ses lunettes de vue incrustées de diamants. « Asseyons-nous et finissons-en avec ce désastre. Je dois reprendre mon vol pour la Suisse à 16 heures. » Tristan ne s'assit pas. Il marcha jusqu'au bout de la table, posa l'enveloppe Kraft devant lui et regarda les deux femmes avec une froideur si absolue que la température de la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Les avocats, sentant la tension anormale, se turent immédiatement. « Il n'y aura plus de signatures aujourd'hui », déclara Tristan d'une voix basse, résonnant dangereusement dans le silence. « En tout cas, pas pour des cessions d'actifs. » Camille eut un rire nerveux, croisant les bras. « De quoi tu parles, Tristan? Tu as déjà vendu l'entreprise à cette mystérieuse holding. On est juste là pour récupérer les miettes de nos comptes personnels. Arrête ton cinéma. » Tristan ouvrit l'enveloppe et en sortit le lourd rapport d'investigation. Il ne le lança pas. Il le fit glisser lentement sur le verre de la table jusqu'à ce qu'il s'arrête devant sa mère. « Ce que vous avez devant vous, mère, » commença-t-il, appuyant sur ce mot comme s'il s'agissait d'une insulte, « n'est pas un document de liquidation. C'est le résultat d'une enquête privée menée pendant 4 ans. » Madame de Lavallière baissa les yeux vers la couverture du dossier, puis regarda son fils, un léger pli d'inquiétude barrant son front parfaitement lisse. « Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Ce dossier contient les preuves irréfutables de la falsification de documents bancaires, de l'usurpation d'identité et du détournement de fonds que vous et Camille avez orchestré il y a 6 ans, » déclara Tristan, chaque mot tombant comme un couperet. Il contient l'adresse IP de l'aile ouest du manoir. Il contient les faux passeports. Et il contient les preuves que l'argent prétendument volé par Élodie a servi à alimenter vos comptes écrans au Luxembourg et aux Caïmans. Le visage de Camille perdit instantanément toutes ses couleurs. Elle se leva à demi, la bouche ouverte, incapable de formuler un son. Le masque d'arrogance de Madame de Lavallière se fissura violemment, laissant place à une véritable terreur mondaine. « Ce sont des faux, » bégaya la mère de Tristan, la voix soudain aiguë. « Tu oses accuser ta propre mère sur la base de divagations d'un détective de pacotille? » « C'est le rapport du cabinet d'investigation financière le plus réputé d'Europe, certifié par huissier, » rétorqua Tristan, implacable. « Et avant de venir ici, j'en ai déposé une copie certifiée conforme sur le bureau du procureur de la République, à la brigade financière et aux enquêteurs en charge de la fraude fiscale de notre liquidation. » Un cri d'effroi s'échappa des lèvres de Camille. Elle se laissa retomber lourdement sur sa chaise, les mains tremblantes, plaquées contre sa bouche. Les avocats de la partie adverse s'étaient raidis, comprenant instantanément que cette réunion venait de se transformer en scène de crime. « Tristan, tu es devenu fou !» hurla Madame de Lavallière, se levant d'un bond, oubliant toute sa dignité. « Tu vas nous envoyer en prison. Tu vas détruire le nom des Lavallières à tout jamais. » « Le nom des Lavallières ne signifie plus rien pour moi, » répondit-il avec un calme terrifiant. « Il ne signifie que mensonge, lâcheté et destruction. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous m'avez fait détruire la seule femme qui m'ait jamais aimé pour ce que j'étais. Vous m'avez volé ma propre vie. » Il s'approcha de la table, posant ses 2 poings sur le verre, se penchant vers les 2 femmes terrorisées. « La police financière viendra sûrement vous cueillir, »
avant même que vous n'atteigniez l'aéroport, mère, murmura-t-il, le regard noir. Quant à toi, Camille, prépare-toi à troquer tes tailleurs de créateur contre quelque chose de beaucoup moins confortable. L'escroquerie en bande organisée et l'usurpation d'identité vous vaudront quelques années pour y réfléchir. Tu ne peux pas faire ça, pleurnicha Camille, les larmes coulant sur son maquillage parfait. Nous étions une famille. Tristan, s'il te plaît. Je n'ai plus de famille, trancha-t-il, se redressant. Plus ici, en tout cas. Il boutonna sa veste avec une lenteur calculée, regardant une dernière fois les visages défaits des deux femmes qui avaient tout manipulé son existence. Il ne ressentait ni pitié, ni tristesse, ni même de colère désormais. Juste un soulagement immense, cathartique. Le poison était enfin expurgé. « Au revoir, madame », dit-il en regardant sa mère droit dans les yeux, brisant le dernier lien filial qui les unissait. Il tourna les talons et marcha vers la sortie sans se retourner, ignorant les cris de protestation de sa mère et les sanglots désespérés de Camille. En franchissant la porte du cabinet d'avocat et en retrouvant l'air frais de la rue parisienne, Tristan prit une profonde inspiration. Il n'avait plus un sou, il n'avait plus d'entreprise, il n'avait plus de famille, plus de statut social, plus de nom. Il était le fils de criminels en col blanc qui allait faire la une des journaux à scandale dès le lendemain. Il était ruiné à tous les niveaux possibles que la société pouvait mesurer. Et pourtant, alors qu'il marchait au milieu de la foule anonyme, sous le ciel gris de la ville, un sourire étrange, fatigué mais véritable, étira ses lèvres. L'empire de mensonges s'était effondré. Les chaînes étaient brisées. La vérité, cette lumière cruelle mais purificatrice, avait tout rasé sur son passage. Il n'était plus Tristan de la Vallière, le milliardaire aveugle. Il n'était plus qu'un homme brisé, rempli de regrets, mais un homme libre. Et dans les ruines de son ancienne vie, avec l'humilité de ceux qui ont tout perdu, il était enfin prêt à apprendre à construire quelque chose de vrai, même s'il devait le faire dans l'ombre, en observant de loin l'enfant qu'il n'aurait jamais le droit d'appeler son fils. Le chemin de la rédemption venait tout juste de s'ouvrir, étroit, escarpé, mais pour la première fois depuis 6 ans, il n'était plus recouvert de neige. Avez-vous déjà observé un arbre après un incendie de forêt? De l'extérieur, l'écorce est calcinée, noircie, semblant définitivement morte. Tout porte à croire que la vie l'a désertée à jamais. Mais si vous avez la patience d'attendre la prochaine pluie, si vous regardez attentivement à la base du tronc meurtri, vous y verrez parfois une minuscule pousse verte, d'une fragilité bouleversante, percer la cendre. Le pardon humain fonctionne exactement de la même manière. Il ne s'agit pas d'effacer l'incendie, ni de nier la douleur des flammes. Il s'agit d'accepter que la terre brûlée puisse, avec le temps et une infinie douceur, redevenir fertile. Les jours qui suivirent la confrontation dans le cabinet d'avocats furent d'une violence médiatique inouïe. Le scandale financier éclaboussa la une de toute la presse économique et mondaine. Chute de la maison Lavallière. La mère et l'ex-fiancé sous les verrous, titraient les journaux. Tristan, quant à lui, affronta la tempête avec une dignité silencieuse, presque monacale. Il ne donna aucune interview, ne chercha pas à se dédouaner publiquement. Il assuma l'entière responsabilité morale de la faillite de son groupe, protégeant ainsi les employés restants de la vindicte populaire. Il passa ses dernières semaines dans les bureaux de Maison L à finaliser la transition, travaillant avec une précision d'horloger, s'assurant que l'entreprise d'Élodie intègre ses anciens actifs sans la moindre friction. Il avait loué une minuscule chambre de bonne sous les toits du 18e arrondissement. C'était un espace exigu, glacial en hiver, où le seul luxe était une petite fenêtre donnant sur les toits en zinc de Paris. Mais pour la première fois de sa vie, en s'asseyant sur le lit étroit aux draps rêches,
Tristan se sentit étrangement en paix. L'immense fardeau des mensonges avait disparu. Il ne possédait plus rien, mais il s'appartenait enfin. Le jour de son départ définitif de Maison L arriva dans le silence feutré d'un vendredi soir. Les bureaux étaient presque vides. Élodie, restée tard comme à son habitude, regardait les écrans de vidéosurveillance de son ordinateur. Elle vit Tristan ranger ses rares affaires personnelles dans un petit carton. Il nettoya son bureau, éteignit la lampe et s'arrêta un long moment au milieu de la pièce. Il passa la main sur le bois de la porte, comme pour dire adieu à ce chapitre de sa vie. Puis, il marcha dans le couloir, le dos droit, sans jamais se retourner. Élodie sentit un nœud complexe se serrer dans sa gorge. La colère, ce feu ardent qui l'avait nourrie et réchauffée pendant 6 ans, s'était éteinte. À sa place, il ne restait qu'un vide vertigineux. Elle avait obtenu tout ce qu'elle désirait. La réussite, la sécurité, la vengeance, la vérité éclatante. Tristan avait été puni, brisé, humilié. Il avait même fait incarcérer sa propre famille pour la venger. Alors pourquoi ne ressentait-elle aucune joie? Pourquoi le bruit de ses pas s'éloignant dans le couloir résonnait-il comme une nouvelle tragédie? Quelques minutes plus tard, la porte de son propre bureau s'ouvrit doucement. C'était la responsable de l'entretien, tenant une petite boîte en bois brut dans ses mains. « Excusez-moi, Madame Rousseau, » murmura l'employé. « Monsieur de la Vallière m'a demandé de vous remettre ceci avant de partir. Il a dit que c'était pour le petit garçon. » Élodie prit la boîte d'une main hésitante. Elle remercia l'employé, attendit que la porte se referme et s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir. Son cœur battait la chamade. Elle fit glisser le couvercle de bois. À l'intérieur reposait un objet étrange. C'était une boule de brindilles sèches, recroquevillée sur elle-même, de couleur brunâtre, ressemblant à une plante morte depuis des décennies. Sous cet amas végétal se trouvait une lettre, écrite sur un papier simple avec l'écriture penchée et familière de Tristan. Élodie déplia la feuille, les mains tremblantes. « Élodie, je tiens ma promesse. Lorsque tu liras ces mots, je serai parti. Je ne chercherai plus à te contacter, ni à interférer dans la vie magnifique que tu as construite pour Léo. Je pars le cœur brisé, mais l'âme allégée de t'avoir rendu la justice que tu méritais. Dans cette boîte se trouve une rose de Jéricho. C'est une plante du désert. Elle peut rester ainsi, fermée, sèche et apparemment morte pendant des années, pour se protéger de la chaleur et de la sécheresse. Mais si un jour tu la plonges dans un bol d'eau douce, elle s'ouvrira en quelques heures et reverdira, prouvant que la vie, même blessée, ne disparaît jamais vraiment si on lui donne une chance de renaître. Donne-la à Léo de ma part. Dis-lui simplement que c'est un cadeau d'un homme qui a appris, beaucoup trop tard, que les plus belles fleurs poussent parfois de la terre la plus aride. Je vous aimerai tous les deux, en silence, jusqu'à mon dernier souffle. Tristan. Une larme, lourde et chaude, tomba sur l'encre, faisant légèrement baver la signature. Puis, une autre. Et bientôt, c'est un barrage entier qui céda. Élodie pleura. Elle pleura l'injustice de leur jeunesse volée. Elle pleura la cruauté du destin. Elle pleura sur cet homme qui venait de renoncer à son propre sang par pur amour pour elle. Dans ces larmes salées résidait la catharsis qu'elle attendait sans le savoir. La punition éternelle n'était pas une victoire, c'était une prison pour eux deux. Et elle refusait que son fils grandisse dans l'ombre d'une vengeance. Le lundi suivant, à l'aube, alors que Tristan s'apprêtait à quitter sa chambre de bonne pour aller chercher un emploi d'ouvrier paysagiste en banlieue, on frappa à sa porte. Il ouvrit, s'attendant à voir le gardien de l'immeuble. Élodie se tenait sur le palier étroit, enveloppée dans un long manteau de laine noire, le souffle court, après avoir gravi les 6 étages sans ascenseur. Elle regarda l'état de la minuscule chambre,
le papier peint jauni, le lit de camp, et une immense vague de compassion submergea ses dernières résistances. « Tu as oublié une chose, » dit-elle, la voix tremblante mais ferme, brisant le silence stupéfait de Tristan. « Élodie, Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il, incapable d'en croire ses yeux, son cœur martelant ses côtes avec la force d'un marteau-piqueur. « Léo est un enfant curieux, » continua-t-elle, gardant les mains enfoncées dans ses poches pour cacher son trouble. « Il a mis la plante dans l'eau ce week-end. Elle est devenue magnifique. Mais il m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Il veut savoir comment on la replante pour qu'elle ait des racines. » Tristan cessa de respirer. Il s'agrippa au chambranle de la porte, le monde tournoyant autour de lui. Il n'osait pas comprendre le sens caché de ses paroles, terrifié à l'idée que l'espoir ne le brise une seconde fois. « Je ne suis pas sûr d'avoir la patience de le lui expliquer, » ajouta Élodie, levant enfin les yeux vers lui. Ses yeux noisettes étaient brillants, lavés de toute la froideur des années passées. « Je pense que l'homme qui lui a offert devrait venir le lui montrer lui-même. » Un sanglot étouffé s'échappa de la gorge de Tristan. Il tomba à genoux, là, sur le paillasson élimé du couloir, enfouissant son visage dans ses mains. Élodie s'agenouilla face à lui, sans le toucher, respectant l'immensité de son bouleversement. « Écoute-moi bien, Tristan, » murmura-t-elle doucement, mais avec une autorité absolue. « Ce ne sera pas facile. Tu ne seras pas son père, pas tout de suite. Tu seras Tristan, un ami. Nous allons y aller pas à pas. Tu devras regagner ma confiance et construire la sienne, seconde après seconde, sans jamais forcer les choses. Tu acceptes ces conditions ?» Il releva un visage inondé de larmes, le regard brillant d'une gratitude si pure, si absolue, qu'elle irradiait dans la cage d'escalier sombre. « J'accepte, » souffla-t-il. « J'accepte tout. Je passerai le reste de ma vie à ramasser les miettes de votre bonheur, si c'est tout ce que tu m'accordes. » Le dégel fut lent, à l'image des hivers qui s'étirent avant de céder leur place au printemps. Tristan commença à venir au domaine de Maison L tous les mercredis après-midi. Il avait abandonné ses costumes pour des vêtements de travail simples. Les premières semaines, Léo l'observait de loin, méfiant face à ce grand homme silencieux qui semblait toujours avoir les yeux brillants en le regardant. Élodie restait présente à chaque instant, assise sur un banc de la serre, un livre sur les genoux qu'elle ne lisait pas, surveillant chaque interaction. Tristan fut d'une patience infinie. Il ne brusquait rien. Il s'asseyait dans la terre, s'occupant des jeunes pousses, expliquant à voix basse comment la nature prenait son temps pour faire de grandes choses. Lentement, la curiosité naturelle de Léo l'emporta sur sa timidité. Il commença à s'approcher, à poser des questions, puis à l'aider à tenir les petits pots en terre cuite. Un après-midi de printemps, alors qu'Élodie observait la scène depuis la grande baie vitrée de son bureau, elle vit Léo trébucher sur un tuyau d'arrosage. L'enfant tomba en avant, écorchant ses petites mains sur les graviers. Il se mit à pleurer. Le réflexe d'Élodie fut de courir, mais elle s'arrêta net. Tristan avait lâché ses outils. Il s'était précipité, s'agenouillant à côté de l'enfant avec une vivacité protectrice. Il ne le prit pas dans ses bras de force. Il lui parla doucement, nettoya ses mains avec un mouchoir propre et lui fit un sourire si tendre, si rassurant, que les larmes de Léo s'arrêtèrent instantanément. Le petit garçon, dans un élan spontané, enroula ses petits bras autour du cou de Tristan pour lui faire un câlin maladroit. Tristan se figea. Élodie, derrière sa vitre, vit les épaules de l'homme se soulever sous l'effet d'une émotion violente. Tristan ferma les yeux, levant une main tremblante pour caresser doucement le dos de son fils, n'osant pas le serrer trop fort de peur de briser l'instant. Ce fut une étreinte de quelques secondes, mais elle contenait la puissance de 6 années d'attente. En voyant cette scène,
La dernière couche de glace qui enserrait le cœur d'Élodie fondit définitivement. Les mois passèrent. Tristan devint une présence constante, solide et rassurante dans leur vie. Il avait trouvé un travail modeste mais honnête de consultant paysagiste, refusant catégoriquement toute aide financière d'Élodie. Il l'aidait parfois sur de gros projets pour Maison L, apportant son ancienne expertise logistique sans jamais chercher à s'imposer, se tenant toujours un pas derrière elle, l'admirant diriger son empire. Puis, l'hiver revint sur Paris. C'était une nuit de décembre. Le domaine était silencieux, recouvert d'un manteau de givre scintillant. Léo s'était endormi depuis longtemps, épuisé après avoir construit un village en bois dans le salon. Tristan était resté pour aider Élodie à ranger les jouets. Le feu crépitait doucement dans la grande cheminée de pierre, projetant des ombres dansantes sur les murs et baignant la pièce d'une lueur dorée et chaleureuse. Tristan s'assit sur le tapis épais, le dos appuyé contre le canapé, fixant les flammes. Élodie se laissa glisser à côté de lui, pliant ses genoux contre sa poitrine. Le silence entre eux n'était plus chargé de tension ou de reproches. C'était un silence réparateur, intime. « Il a tes yeux », murmura soudain Tristan, sans quitter le feu du regard. La façon dont il fronce les sourcils quand il est concentré sur un dessin, c'est exactement toi à 20 ans. Élodie esquissa un léger sourire, posant sa joue sur ses genoux. « Et il a ton obstination, » répondit-elle doucement. « Quand il a décidé qu'une graine devait pousser là et pas ailleurs, rien ne peut le faire changer d'avis. » Tristan rit doucement, un son grave et apaisé qui réchauffa l'air de la pièce. Il tourna lentement la tête vers elle. L'expression de son visage était d'une vulnérabilité totale. Les années de souffrance avaient creusé de légères rides au coin de ses yeux, lui donnant une profondeur et une humanité qu'il ne possédait pas dans sa jeunesse dorée. « Merci, Élodie, » murmura-t-il, la voix chargée d'une émotion palpable. « Merci de m'avoir laissé revenir. Merci de ne pas m'avoir laissé me noyer dans ma propre punition. Je sais que je ne pourrai jamais effacer la nuit où je t'ai fait tant de mal. Je porterai cette culpabilité jusqu'à la fin de mes jours. » Élodie le regarda. Elle voyait l'homme complexe, faillible, mais profondément transformé qui se tenait à côté d'elle. Elle déplia lentement ses jambes et, avec une hésitation qui dura une fraction de seconde, elle avança sa main sur le tapis. Elle effleura le dos de la main de Tristan du bout des doigts. Tristan sursauta imperceptiblement, son souffle se bloquant dans sa poitrine. Il tourna sa paume vers le haut et ses doigts s'entrelacèrent doucement avec les siens. Leur peau brûlait au contact de l'autre, réveillant une mémoire corporelle que le temps n'avait jamais réussi à effacer. « On ne peut pas réécrire le passé, Tristan, » dit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure dans le crépitement du feu. La jeune fille aveuglément amoureuse et le prince arrogant sont morts dans cette tempête de neige. Et c'est peut-être mieux ainsi. Elle resserra doucement son étreinte sur sa main, ses yeux plongeant dans les siens avec une intensité vertigineuse. Mais les personnes que nous sommes devenues aujourd'hui, ces deux personnes-là ont peut-être le droit d'essayer de construire quelque chose de nouveau. Sur des fondations honnêtes, cette fois. Tristan sentit une larme solitaire rouler sur sa joue. Il ne chercha pas à l'essuyer. Il se pencha très lentement vers elle. Il s'arrêta à quelques millimètres de son visage, lui laissant l'espace de reculer si elle le souhaitait. Mais Élodie ne bougea pas. Elle ferma les yeux, abandonnant ses dernières peurs, et laissa les lèvres de Tristan se poser sur les siennes. C'était un baiser d'une douceur infinie, timide et maladroit comme un premier amour, mais chargé de la gravité de ceux qui ont traversé l'enfer pour se retrouver. Il n'y avait plus de milliards, plus de manoirs, plus de fierté mal placée. Il n'y avait qu'un homme et une femme, réunis par la force invincible du pardon, scellant un pacte de paix devant le feu qui crépitait. Le temps s'accélère parfois
pour récompenser ceux qui ont su faire preuve de patience. 1 an plus tard. Le ciel de Paris était lourd et cotonneux, et la première grande tempête de neige de l'année s'abattait sur la ville. Mais cette fois-ci, la neige n'était pas un linceul froid et cruel. Elle était un terrain de jeu immaculé. Dans le vaste parc du domaine de Maison L, des éclats de rire joyeux résonnaient à travers les arbres nus. Léo, emmitouflé dans une énorme doudoune rouge qui le faisait ressembler à un petit astronaute, courait dans la neige fraîche en hurlant de rire. Derrière lui, Tristan, avec un bonnet de laine enfoncé sur les oreilles et les joues rougies par le froid, courait à sa poursuite, tenant une énorme boule de neige entre ses mains gantées. « Attention au monstre des neiges !» rugissait Tristan avec un rire d'enfant, faisant semblant d'être lent pour laisser le petit garçon prendre de l'avance. « Tu m'auras jamais, papa !» hurla Léo en se jetant derrière le tronc d'un grand chêne pour se mettre à couvert. Tristan s'arrêta net. « Papa !» Le mot flottait dans l'air glacé, plus pur et plus beau que n'importe quelle symphonie. Cela faisait des mois que Léo l'appelait ainsi, depuis le jour où Élodie, assise sur le bord du lit de l'enfant, lui avait expliqué avec des mots simples l'histoire compliquée de leur famille. Et chaque fois que Tristan l'entendait, son cœur battait avec la même intensité émerveillée. Il laissa tomber sa boule de neige, marcha jusqu'au chêne, attrapa le petit garçon par la taille et le souleva haut dans les airs, le faisant tournoyer sous les flocons qui tombaient du ciel. Léo éclata d'un rire cristallin, ses petites mains s'agrippant aux larges épaules de son père. À quelques mètres de là, sur la terrasse de la maison, Élodie observait la scène. Elle portait un épais manteau de cachemire beige et tenait 2 tasses fumantes de chocolat chaud. Son visage était illuminé par un sourire d'une sérénité absolue. Ses yeux noisettes brillaient de bonheur en regardant les 2 hommes de sa vie jouer dans cette neige qui, autrefois, avait failli la détruire. Tristan posa Léo au sol, se tourna vers la maison et croisa le regard d'Élodie. À travers la distance et les flocons qui tourbillonnaient, ils échangèrent une promesse silencieuse, une promesse d'éternité, forgée dans la douleur et purifiée par la résilience. Tristan prit la main de Léo et tous 2 marchèrent dans la neige profonde pour rejoindre Élodie dans la chaleur du foyer. Nous passons tous, au cours de notre existence, par des hivers intimes. Des périodes de glaciation où la trahison, l'abandon ou nos propres erreurs nous persuadent que le printemps ne reviendra jamais. Nous construisons des murs pour nous protéger, ou nous nous laissons consumer par le regret, pensant que la faute est impardonnable. Mais l'histoire de Tristan et Élodie nous murmure une vérité fondamentale. La rédemption n'est pas un mythe réservé aux contes de fées. Elle exige du courage. Le courage vertigineux de regarder ses propres ténèbres en face, l'humilité de s'agenouiller pour demander pardon sans rien exiger en retour, et, de l'autre côté, la force surhumaine de desserrer les poings pour laisser s'envoler la rancœur. Le pardon n'efface pas les cicatrices de la tempête, mais il nous permet de marcher à nouveau sous la neige, non plus pour fuir, mais pour y jouer, ensemble, la main dans la main. Et vous, avez-vous déjà trouvé la force de pardonner l'impardonnable, ou avez-vous déjà reçu une seconde chance qui a bouleversé votre vie? N'hésitez pas à partager votre propre expérience dans les commentaires. Vos histoires sont souvent les plus belles leçons d'humanité. Si ce voyage émotionnel a résonné en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer, ensemble, à explorer les profondeurs du cœur humain. Prenez soin de vous, et souvenez-vous que même sous la neige la plus épaisse, la vie attend toujours patiemment son heure pour refleurir.